Salut l'audimat, c'est Mehdi pour un Naissant Podcast, et bienvenue sur cette vidéo de review. Aujourd'hui, enfile ton armure, prends ta hache à deux mains, et prie les dieux d'Asgard, car on part en pillage avec de North Sea Epilogues. The North Sea Epilogue est un jeu qui a été créé par un duo, à savoir Tim et Christine Devine, et illustré par Mihailo Dmitrievski. Désolé pour la prononciation, j'écorche le nom de manière absolument impardonnable, mais j'aime citer le nom de l'illustrateur ou de l'illustratrice de chaque jeu. Jeu qui d'ailleurs a été édité en coédition par Dice Up Games et Garfield Games, qui est au passage le responsable de l'excellentissime saga de la mer du Nord et de l'Ouest en jeu de société. Tu peux trouver le jeu autour de 30-35 € et à un peu moins de 20 € en PDF sur la plateforme Drive-Thru notamment. Je précise que je n'ai que le PDF du livre, je n'ai pas eu le livre physiquement entre les mains. Aussi, la partie sur l'objet sera assez courte. Pour moi, cette vidéo est un peu spéciale puisque c'est une première, car je n'avais jamais fait de review sur un jeu dans la langue de Sylvester Stallone. Ça n'a pas été de tout repos, hein. Il m'a fallu bien 2 jours et demi, 3 jours pour lire les 126 pages que forme ce bouquin. Mais en tout cas, j'y suis arrivé et j'étais bien hypé par le jeu, donc ça m'a grandement aidé, je pense. Et on va commencer cette review de suite en commençant par l'univers. Il prend peu et beaucoup de place à la fois, parce que du coup je prends en compte les scénarios dans mon évaluation de l'univers et dans mes observations. Et comme il y a une campagne, un cadre de campagne plutôt, et 16 scénarios à la fin, des petits modules d'aventure, ça prend quand même, mine de rien, pas mal de place, quasiment la moitié du bouquin, pour être exact. Donc, le postulat est simple. Le jeu prend place quelque part en Scandinavie ou au Danemark. On joue au sein d'un clan qu'on crée au préalable avant de jouer une partie ou une campagne, et les PJ vont jouer des héros de ce clan, donc des personnages assez notables, pour partir à la guerre ou en expédition et en pillage. Le but, culturellement parlant, c'est simple, c'est d'avoir la mort glorieuse par excellence et l'ascension au Valhalla, pour festoyer avec les dieux jusqu'à l'arrivée du Ragnarok. Et en fait, pour ce qui est du cadre de jeu, c'est à peu près tout. En enlevant ce qui se passe dans la campagne et les modules, eh bien c'est un postulat assez simple. Il va falloir que tu prennes beaucoup de sources d'inspiration et que tu travailles pas mal avant de jouer une partie ou une campagne de North Sea Epilogues. Mais le jeu ne te laisse pas tomber et il t'accompagne pas mal dans la création des personnages. On va te demander pas mal de choses sur le clan, comment est le ou la Jarl, quel trait de caractère cette personne a, qui sont les personnages notables du clan, les différents héros autres que les PJ, quel objectif a le clan, quel passif a ce clan, est-ce qu'il a eu un passé glorieux mais aujourd'hui révolu, ou est-ce qu'il est en pleine ascension de pouvoir. Tu as plein de petites questions comme ça et de petits conseils. Et ça se fait aussi dans la création de personnages où on va te poser pas mal de questions aussi, histoire d'accompagner le processus de création de PJ. Du coup, la majorité de l'univers de jeu, ou du moins du cadre de jeu que propose l'ouvrage, réside dans la campagne et les modules. Du côté de la campagne, eh bien, ça va être un bloc relativement conséquent, mais qui n'est pas clé en main. On va y jouer le clan des Grey Wolf, ou du moins des membres éminents. Il a autrefois été puissant et glorieux, mais une embrouille avec un haut roi et des manigances de ce dernier avec des clans ennemis l'ont mis plus bactère. Des personnes ont réussi à reprendre, il y a quelques générations, les terres ancestrales du clan, mais il est beaucoup moins puissant que dans le passé. Notamment à cause d'une relation extrêmement conflictuelle et hostile avec les Bloodraven, qui est un clan ennemi qui avait aidé ce haut roi à l'époque et qui met toujours et continuellement la pression sur les Grey Wolf. On a donc comme principe de campagne un développement de ce clan en 3 axes. Dans un premier temps, l'ascension des Grey Wolf, puis l'accomplissement de la vengeance du clan, puis le règne du clan et peut-être la possibilité d'abattre un nouveau haut roi assez menaçant. La campagne n'est pas écrite. Pour chaque axe, il y a 3-4 pages qui vont donner des directions générales. On a 3 questions posées à la MJ sur l'état du clan. On fait idem aux PJ sur leur vie et leurs objectifs. Et enfin, chacun des PJ doit répondre à une question parmi 5-6 qui vont très probablement déboucher sur une accroche scénaristique. Et après ça, tu as 20 accroches scénaristiques, un kidnapping, un raid, un siège, quelqu'un à sauver, peu importe,
qui vont permettre de ponctuer le déroulement du premier, deuxième et troisième axe. Et quand elle estime que c'est bon, la MJ peut passer à l'axe suivant quand elle le désire. Après, de l'autre côté, il y a des modules, il y en a 16 en tout dans le jeu, ils font de 2 à 4 pages, hein, donc ils sont assez courts. Chaque module est d'ailleurs organisé de la même façon. Tu as d'abord l'ouverture de l'histoire, la situation initiale, puis le cadre, quelles sont les conditions météorologiques, quelle saison, quel embrouille géopolitique il peut arriver. Il va y avoir des questions sur les PJ, différentes scènes et des objectifs de jeu à accomplir pour réussir plus ou moins le scénario. Et ensuite on enchaîne avec des complications et des fins possibles de chaque module qui sont assez ouvertes, en général, histoire de ne laisser qu'un cadre et qu'un squelette. Donc voilà, un truc assez modulaire, peu écrit, qui demande pas mal de travail, mais qui va te permettre de t'exprimer sur tes talents d'écriture de scénario. Passons désormais aux règles du jeu qui vont te permettre de piller et de faire des raids en toute impunité. On a une armature sur la fiche de personnage qui est assez simple. Il y a 4 attributs. Le corps, l'esprit, la volonté et le combat. Pour chaque attribut, il y a 5 compétences, comme agilité, intellect, influence ou mêlée. La création de personnage est simple, tu as 8 points à répartir dans tes attributs, 20 points à répartir dans tes compétences, avec un maximum de 3, et l'une de ces compétences est spécialisée, c'est-à-dire que tu vas lancer 2 dés pour résoudre les jets au lieu d'un, et garder celui qui t'arrange. Quand tu mets des points sur une compétence, tu additionnes la valeur de l'attribut, ça te donne la valeur totale. 2 choses importantes dans les caracs annexes, le grit et le strain, respectivement les tripes et le stress. Tu vas avoir 2 points de trip au début de la vie de ton personnage, et tu auras une limite de 4, donc tu ne pourras jamais dépasser ce seuil. Et le seuil de stress est fixé à 5 plus ton niveau dans la compétence fortitude. Tu choisis ensuite une voix, comme berserker, skald, voyant, etc. Voix qui va t'accorder un petit élément de background, un équipement qui va t'accorder quelques boosts dans certaines situations qui correspondent à la voix. Tu disposes aussi d'une qualité héroïque, un trait, une sorte de trait un peu comme dans le Fate System, mais condensé en un seul mot, qui va t'accorder quelques bonus circonstanciels. Pour lancer les dés, tout se fait avec 1 ou 2 dés à 20 faces, sachant que la MJ ne lance pas de dés, ce que j'ai tendance à apprécier de plus en plus, je dois vous le dire. Selon telle situation, le PJ va choisir une compétence et la MJ va attribuer une difficulté. Difficulté qui peut être réduite par le PJ en utilisant des points de trip, le grit dont je te parlais tout à l'heure, en ayant une voix qui correspond à ça et éventuellement une qualité héroïque. Les difficultés sont très faciles à interpréter, elles ne correspondent pas à des chiffres fixes mais à des plages de chiffres. Facile de 2 à 4, moyen de 5 à 9, difficile de 10 à 14, dangereux de 15 à 19, extrême de 20 à 24, épique de 25 à 29 et à 30 et plus, on considère que c'est impossible. Donc mettons par exemple que ton PJ soit un tracker qui a pour mission d'aller terrasser une bête sauvage et féroce qui terrorise un peu les alentours du clan. Et tu décides de trouver sa tanière avant de passer à autre chose. La MJ fixe la difficulté à dangereux, donc de 15 à 19 pour y arriver, mais les conditions météo ne sont pas vraiment en ta faveur parce qu'il y a une tempête de neige qui arrive tout droit vers toi et qui risque de couper ta route jusqu'à cette tanière. Donc elle augmente la difficulté de 1, passant à extrême, donc de 20 à 24. Ton niveau de survie, du coup, parce que c'est la compétence que tu vas utiliser, est de 6, et tu dis à ta MJ que tu as la voix du tracker, ce qui réduit la difficulté de 1. Tu peux aussi utiliser tes tripes, il y a 2 utilisations possibles, tu peux dépenser 1 point pour réduire ton stress, là tu n'en as pas donc tu t'en fiches, tu décides de dépenser 2 points pour réduire la difficulté de 1, ce qui donne au final une difficulté difficile, donc de 10 à 14. Tu lances 2 des 20, et tu fais 8 et 17. Tu gardes le meilleur, ce qui te donne un score de 23. Sachant que ton équipement et tes qualités héroïques auraient pu t'accorder des bonus supplémentaires si tu le souhaitais. Mais l'équipement peut faire ça un certain nombre de fois dans la partie avant d'être réparé, donc il faut savoir être précautionneux. Selon la marge de réussite sur un test, tu peux gagner 1 ou 2 points de trip. Dans mon exemple, ton PJ ayant atteint un niveau de difficulté extrême, tu excèdes de 2 le niveau de difficulté demandé par la MJ. Et en fait, il suffit de se conférer au petit tableau
de difficulté pour savoir combien tu gagnes. Tu notes qu'à l'inverse, si tu avais été bien en dessous du seuil de difficulté imposé, tu aurais gagné du stress, mais également des complications. Donc c'est des événements négatifs qui peuvent arriver en plus. C'est un peu comme le non-et à Westberg, où dans le système FU, il y a une cascade d'événements négatifs qui arrivent dans ta tronche. Tu peux donc gagner du stress, ça n'est pas grave tant que ça n'atteint pas ta limite, parce que chaque point dépassant cette limite t'inflige une blessure. Les blessures, c'est très simple, il n'y a pas de système de points de vie. Tu vas cocher l'une des 4 caractéristiques. Alors tu peux le faire avec un des 20, ce que propose le jeu, mais tu peux très bien choisir l'attribut caractéristique correspondant qui te semble le plus adapté. Un attribut se voyant doté d'une blessure a ses niveaux de difficulté réduits de 2, donc tu as un malus de 2. Si tu as un attribut ayant 2 blessures, il n'est plus utilisable. Et si tu as 2 attributs sévèrement blessés, donc avec 2 blessures, eh bien ton personnage est KO. Il est à savoir que dans Northsea Epilogues, le PJ choisit s'il meurt ou pas. Le but est d'accéder au Valhalla, et il faut que la mort puisse compter et avoir un sens, et être, si possible, glorieuse et épique. Donc s'il n'est pas encore l'heure d'aller festoyer avec Odin et les autres dieux d'Asgard, eh bien tu te relèveras, mais avec des séquelles. La partie Game Master Référence apporte pas mal de règles avancées, notamment la gestion de challenge. Donc le challenge, c'est le nom d'un jet de dés en fait dans ce jeu, mais il y a des challenges plus longs, plus complexes, etc. Mais je vais juste simplement m'attarder sur la gestion des pillages. Parce que c'est assez sobre, mais assez simple et élégamment fait. Et je pensais que c'était le point le plus intéressant de cette partie-là du livre. Déjà, pour piller, il faut être clair sur une chose. Est-ce que le bateau ou les bateaux que tu vas utiliser appartiennent à ton Jarl ou t'appartiennent? S'ils appartiennent au Jarl, eh bien, il n'y a pas de problème, tu lui donnes 50% de la somme que tu récoltes en pillage et il s'occupe de payer l'équipage. En revanche, si c'est toi qui possèdes, toi ou ton groupe de PJ qui possède le ou les bateaux que tu utilises pour aller faire des pillages en Angleterre ou sur la côte baltique, eh bien, tu vas devoir payer ton équipage. Et plus il est compétent, plus il sera cher, onéreux, mais aura un fort impact sur tes raids. Et bien sûr, chaque type de bateau est détaillé rapidement, en 2-3 lignes, avec en gros le prix qu'il coûte, combien de personnes il peut contenir, et combien d'espace de stockage il peut avoir. Parfois tu vas avoir 2, 4, 6, 8 espaces de stockage disponibles, en fonction du prix du bateau et de sa confection. Un point de stockage équivaut à 2 personnes, 2 chevaux, un mois de ration, et un plunder. Plunder, ça veut dire pillage, donc c'est une quantité de pillage qui équivaut à 100 pièces d'argent, entre guillemets. Donc la limite de quantité de stockage est rapidement atteinte, et tu te retrouves souvent à enterrer ton pillage dans la région vaguement où tu as commis ton forfait, pour revenir le chercher l'an prochain, et partager l'argent avec le Jarl si jamais il t'avait prêté des bateaux. Du côté de l'objet, n'ayant que les PDF, comme je te le disais au début de cette vidéo, je vais faire assez vite puisque je ne peux pas évaluer la qualité de la reliure, de la couverture, du papier, etc. Alors je suis très fan de la saga en jeu de société des pillards de la mer du Nord, explorateurs de la mer du Nord, etc. En grande partie à cause de ses mécaniques, mais surtout à cause de l'univers visuel porté par son illustrateur. Ce type a une patte, a une façon de faire ses illustrations qui est sans pareil. Je vois très peu d'illustrations aussi marquées, aussi reconnaissables en un clin d'œil. On reconnaît du coup dans le bouquin plusieurs illustrations du jeu de société, il y en a qui ont été rajoutées en plus, mais on reste vraiment dans la même charte graphique que j'adore énormément, et ça c'est vraiment un plaisir de parcourir ce petit bouquin avec ça. Même jusqu'au numéro de page, qui utilise la ressource or que tu peux voir dans Pillards de la mer du Nord notamment, eh bien c'est pas du fan service, parce que du coup ça reproduit pas juste les visuels pour t'en mettre plein la vue, c'est intelligemment utilisé, c'est très fin, et vraiment on a un confort de lecture grâce à tout ça, qui rend les choses vraiment superbes. Et je dois dire que j'avais un peu peur de galérer à mort en lisant ce bouquin. Bon, il m'a quand même fallu 2 jours et demi, 3 jours, mais grâce à l'organisation du texte, au fait qu'il y ait des exemples qui soient bien répartis, bien utilisés, les visuels qui rendent le jeu assez agréable à parcourir, eh bien ça m'a vachement aidé. Et même pour quelqu'un qui n'a pas un niveau d'anglais formidable, c'est tout à fait faisable de s'approprier le jeu, de le lire et de faire des parties avec.
On termine cette vidéo avec ma critique de cet ouvrage, et je vais commencer d'abord par les points négatifs. Il aurait été cool, dans un premier temps, en termes d'accessibilité, d'avoir au moins un scénario écrit, totalement rédigé, pour voir une application concrète du squelette de scénario que propose le jeu. Ça aurait aidé en termes de prise en main, parce que le jeu est très didactique dans son texte, et te montre les choses pas à pas, et t'accompagne vraiment bien. Mais pour les scénarios, ça va te demander quand même pas mal de travail, mine de rien. À moins que tu saches improviser, où là, ça ne sera pas un problème, mais notamment la campagne, c'est strictement impossible de faire qu'avec ça. Il va falloir que tu prépares quand même bien en amont. Et ça, question prise en main, et ça éloigne les possibilités qu'un débutant ou une débutante s'éclate avec. Autre point noir, la table de difficulté. Alors, elle est très cool, elle se lit très bien, il y a juste un souci, elle n'est pas dans le livre. Oui, elle n'est pas dans le livre. Alors, tu la trouves dans une fiche réservée au MJ à part du livre, donc ok, il n'y a pas de problème, elle est sur le dos des fiches des PJ, ok, il n'y a pas de problème, juste, ça aurait été bien de le mettre dans le livre quand même, ça coûtait pas grand chose. Mais à côté de ça, on a un jeu qui est, mine de rien, très facile à prendre en main. C'est pas clé en main, comme je te le disais, il va falloir taffer un peu, mais il y a quand même une masse de scénarios et de sources d'inspiration avec la campagne qui vont vraiment t'apporter un gros chapeau avec plein de petites inspirations à l'intérieur dans lequel tu pourras piocher pendant un bon moment. Et on a un système de résolution qui est fluide. Tout se fait avec cette table de difficulté. Et c'est très bien formalisé dans le texte. Et rend la chose très, très facile, y compris pour des gens qui ne font pas beaucoup de jeux de rôle. J'ai l'impression que le texte a été vraiment écrit pour ça, pour des personnes qui connaîtraient le jeu de société, qui voudraient avoir ce truc-là, mais qui ne veulent pas juste leur vendre ce livre et dire non, non, il va falloir que vous y jouiez, donc on va vous accompagner le plus possible. Et tout cela est très bien enrobé par la maquette, des visuels et des illustrations de toute beauté. Donc The North Sea Epilogues est un jeu que je te conseille vraiment d'acheter, de lire, de tester, peu importe, vraiment mets-toi dessus, ça vaut le coup. Les squelettes de scénario présentés dedans vont vraiment t'aider, c'est bourré d'exemples, et si tu veux te la jouer Ragnar Lodbrok avec des pillages glorieux et remplis d'argent, c'est vraiment ce que j'ai vu de plus qualitatif sur ce domaine-là. Et c'est désormais la fin de cette review de North Sea Epilogues. J'espère qu'elle t'aura plu, et si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à piller l'internet mondial en diffusant notre vidéo le plus possible, et à rejoindre notre grande halle en t'abonnant à notre chaîne YouTube et en cliquant sur la petite cloche pour savoir quand arrivera le prochain festin. D'ici à ce qu'on se retrouve sur une prochaine vidéo ou un prochain podcast, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit, selon l'heure à laquelle tu m'écoutes. Skål!